C'est fait naturellement, d'un coup. Je crois que c'était avec ma sœur, j'ai dit ça va, et je disais non, mais ça va pas. Mais je me souviens que le fait de le dire, c'était tellement libérateur. Et comme ça aussi, l'entourage, après, il comprend. Genre, maintenant, quand je fais mes petits épisodes dépressifs, je leur dis, si jamais, si je suis moins motivé, c'est normal. Si je commence à dire beaucoup non, sachez, parce que là, je rentre dans une épisode dépressif et mon entourage comprend comment je fonctionne. Et du coup, je me sens beaucoup plus compris aussi. Et accepté et respecté. Parce que souvent, aussi, les gens, ils veulent souvent changer l'attitude. Ah, je peux plus parler de certaines choses. Je dis non, changez rien. Restez vous-même, soyez vous. Et c'est comme ça que je reçois votre amour et votre respect. Et c'est le plus important. Hello Angelo. Salut. Toi, tu es Mister Gay Suisse 2024 et tu as représenté la Suisse au concours Mister Gay World. Exactement. Tu es beau, tu es charismatique, tu as toujours le sourire, tu sembles coquin, joueur. Sur les réseaux sociaux, tu es souvent entouré d'autres personnes. Tu corresponds en rien aux idées reçues que l'on a à propos de la dépression chronique et de l'anxiété sociale. Pourtant, c'est bien avec ces deux problématiques de santé mentale que tu navigues. Exactement, ouais. As-tu le sentiment aujourd'hui de vivre avec une ou plusieurs maladies invisibles ? Moi, je les regroupe, j'en mets dans une, puisque l'anxiété sociale est venue à travers la dépression. Ça m'a créé ce symptôme-là, mais oui, j'estime que oui, on peut vivre, que je vis avec une maladie invisible, qu'on ne voit pas du tout. Pourquoi on les voit pas ? Parce que justement, tu as ce rôle-là très charismatique et puis derrière, il y a une souffrance qui est pas vue par un grand nombre. En quoi c'est invisible pour toi ? Parce que ça se voit pas. Justement, ça se voit pas parce que, comme je dis, c'est plus facile de voir quelqu'un qui a un bras cassé, une jambe cassée, parce que on le voit tout de suite. Et là, vu que c'est dans nos têtes, dans la vraie vie, quand on nous voit sourire au travail, bien habillé, les gens ils disent non, ça a l'air d'aller. Et les gens ne se posent pas plus de questions. Et Angelo, en cet instant, comment tu décrirais ton état d'esprit ? Je te pose la question parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime qu'on puisse valider et nommer les émotions. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Alors, ma question, c'est comment tu vas là maintenant ? Je dirais une moyenne, ça va. J'ai toujours des up and down, mais je suis dans une constance. J'ai des périodes d'hyper bonheur et des périodes où je suis plus down. Et là, vu qu'on rentre dans la saison aussi automnale, je sais que je suis hyper sensible à ça. Et je me sens plus sensible, on va dire. Ça représente quoi, cette sensibilité ? Comment ça se manifeste chez toi ? Fragile dans l'humeur, la motivation, la perte d'envie de faire les choses. Mais quand je suis dans mes phases dépressives, je me renferme beaucoup. Je le sens que j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir du monde. C'est des petits signes qui montrent déjà en mode je rentre dans une période dans presque un automatisme. Je sais que c'est un automatisme que je me suis créé pour d'une certaine forme me protéger. De quoi ? C'est inexplicable, c'est que ma thérapeute, on a compris que mon instinct, quand je suis pas bien, c'est de m'enfermer. Et j'avais une peur de me montrer, de me dévoiler, de montrer au monde, ok, ça ne va pas. Et c'est d'où j'ai créé mon anxiété sociale, c'est de montrer, j'avais peur de montrer et de dire que ça va pas. Et j'en ai presque créé une phobie, c'était incroyable. Tu me disais hors antenne qu'il y avait des moments où tu avais même de la difficulté à simplement aller boire un café en terrasse ou recevoir l'appel d'un ami. C'est l'anxiété qui générait ça ou c'est justement cet aspect où la dépression faisait que tu ne voulais pas montrer cette vulnérabilité ? C'est qu'en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on est pris d'une honte. Et moi, je voyais que ça. Quand je suis comme ça, quand je suis déprimé ou quand je suis pas bien, j'ai l'impression que comme je mets des lunettes et que je vois tout à travers la dépression. Et du coup, rien m'effrayait. Genre, aller boire un café, j'ai l'impression que le serveur allait voir que j'étais déprimé. Qu'un ami, s'il allait me poser la question « Salut, ça va, Angelo, aujourd'hui ?» Et que si je répondais « Ça va », qu'elle allait tout de suite comprendre que ça allait pas. Et je me suis créé un peu presque une paranoïa du mal-être. Alors que dans le fond, on a le droit de dire que ça va pas. On a des sauts d'humeur, c'est la vie. Des fois, on est heureux. Des fois, on n'est pas heureux. Mais je pense que je me suis créé c'est le cerveau qui dit non, ça va pas. Et qu'est-ce qu'on vit quand on a ces lunettes de la dépression ?
Qu'est-ce qu'on voit derrière ces lunettes? De la tristesse, du mal-être, de l'incompréhension. Je me suis beaucoup de fois posé la question, mais pourquoi? Pourquoi je vis ça? Quel est... Je cherchais souvent un événement déclencheur. Parce que moi, comme je fais des dépressions chroniques, bah, souvent j'avais des raisons. Genre, quand j'étais ado, mon homosexualité, mon identité. Donc j'avais toujours une raison. Ma première rupture, j'avais une raison. Ah ok, je suis triste parce que... Et des fois, bah, j'avais des dépressions où je ne savais pas pourquoi ça allait pas. Tout semblait aller. Le boulot, ça allait. Je voyais mes amis. Et non, ça allait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est là que j'ai compris que c'était une maladie. Et que c'est dans le cerveau. Tu parles de dépression chronique. Est-ce que tu peux, du coup, revenir sur ta première dépression, de ce que ça a signifié pour toi? J'ai l'impression que c'était dans une période charnière où tu semblais renvoyer une image d'anormalité face à une société qui est parfois homophobe. C'était exactement ça. J'étais enfant, j'ai grandi. Et ben, la société nous montre que le couple de base, on le voit partout. C'est que les hommes et les femmes. Et je me sentais différent. Je me disais, mais je suis attiré par les garçons, j'aime les garçons. Et ça me reflétait que l'image qu'il y a un truc qui va pas. Genre, après, je me suis même tourné vers le côté religieux. On se pose la question parce que les religions le disent fort, hein, que l'homosexualité, c'est pas bien. Et j'essaie de trouver un endroit où ça me disait, en fait, non, t'es juste normal. Et le jour où je l'ai compris, c'est quand une amie m'a acheté un très beau livre, Comprendre l'homosexualité. Et ce livre m'a fait un bien fou parce que du coup, je me suis senti, bah, non, en fait, je suis un humain. J'ai le droit d'aimer qui je veux. Et là, je me suis senti bien. Mais c'est vrai que durant des années, bah, j'ai souffert de ça. De ne pas me sentir comme les autres, dans la normalité que la société veut, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que la société t'a rendu dépressif? Le fait de ne pas rentrer dans des normes sociétales, est-ce que c'est ça qui a amené cette première dépression? Oui et non. Je veux dire, la société n'a pas forcément aidé. C'est vrai que si j'aurais grandi et qu'on aurait vu que l'homosexualité, c'est tout à fait normal, bah, peut-être je l'aurais pas vécu. Mais c'est vrai que la société n'a pas aidé, je dirais. En fait, elle a comme accentué cette crise identitaire. Ouais, exactement. C'est déjà une période charnière, cette époque-là. Oui. Je sais pas quel âge t'avais. T'étais jeune adulte, adolescent. J'avais, entre de mes 12 à mes 18 ans, ouais. C'est une période où on passe tous par une crise. Oui. Ou en tout cas, grand bien leur face à ceux qui ne passent pas par là. Mais j'ai l'impression que ça c'est avant, ça c'est après. Mais... c'est déjà un peu compliqué pour toute personne. Ouais. Mais il y a un moment donné où quand on se confronte pas à un cadre qui est celui qui est censé être celui qui est donné par le système, ça peut être d'autant plus douloureux, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as nommé que tu avais eu 3 autres dépressions. Donc aujourd'hui, on en compte 4, c'est ça? Ouais, 4, on va dire. Grosses dépressions, vraiment, où tu as des périodes où ça ne va pas. Parce qu'on dit qu'une dépression, c'est vraiment quand c'est des longues périodes. D'ailleurs, les médecins, ils disent, c'est au bout de 2 semaines. Si durant 2 semaines, on est tout le temps dans le noir, on prend du noir, on est triste, on n'a pas envie de rien, ben, on commence à penser que c'est un épisode dépressif. Après, à des niveaux. Et moi, j'en ai fait 4. Ouais. Mais j'avais fait avec des raisons. Et la dernière que j'ai faite il y a 2 ans, bah, celle où je ne comprenais pas. J'avais pas de raison. Parce qu'au début, j'avais des raisons. Comme je dis, c'était mon homosexualité, c'était ma rupture. Après, vers la vingtaine, quand on change de travail, j'avais une crise de tout. Et après, bah, la dernière à mes 31 ans, parce que j'en ai 33, bah là, aucune raison. Du jour au lendemain, un mal-être, une tristesse, plus plaisir à rien. Et là, c'était une des plus dures parce que je ne comprenais pas et je cherchais une raison. Je cherchais, mais qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur pour que je vive ce mal-être? Tu crois qu'on a besoin de se raccrocher à une hypothèse, une explication pour mieux vivre la maladie? Moi, en tout cas, oui. Moi, j'avais besoin d'une explication. Et je l'ai eu après à travers la thérapie, de comprendre qu'on a un cerveau et que, d'où on dit c'est une maladie, et que y a un dysfonctionnement qui se passe dans nos têtes et qui amène à la dépression. Et ça, comment tu l'as compris? Qui c'est qui t'y a amené à identifier? De base, moi, parce que le mal-être, je le savais, mais à mettre le mot dessus, ma thérapeute, ma psychologue. Qui c'est qui t'a dirigé vers ta thérapeute? Alors, mon entourage me conseillait, mon coloc, ma sœur, mais moi, j'avais un blocage par rapport à ça. Et en fait, un jour, j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, écoute,
je crois que je vais voir une thérapeute. J'arrive pas à le faire, j'avais pas de force. Et c'est elle qui a pris l'initiative de l'appeler, de prendre rendez-vous. Elle m'a juste dit, t'as rendez-vous tel jour à telle heure. Donc, ma seule chose que je devais faire, c'était prendre l'adresse, y aller, et j'y suis allé. Waouh, c'était Ouais. une vraie alliée pour toi, ta sœur. Clairement. La santé mentale, c'est un sujet intime et sensible pour toi, surtout en raison de ton histoire familiale. Oui. Ta maman s'est suicidée alors que tu étais un enfant en bas âge. Et ton père voit la thérapie d'un mauvais œil et on peut le comprendre. Oui. Parce qu'il y a un peu ce regard, aucune thérapie n'a sauvé ta maman. Oui, exactement. Et on l'a bourrée de médicaments et elle en est quand même arrivée là. Comment tu as osé dans ce contexte-là accepter, accueillir que toi-même tu vivais avec des problématiques de santé mentale et accepter de l'aide? Mais je pense que quand on n'est pas bien, déjà, de demander de l'aide, c'est déjà hyper dur. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à demander de l'aide. Et du coup, il y a un moment, comme je dis, on est tellement dans un mal-être que du coup, on veut prendre n'importe quelle solution qui s'offre. Moi, j'ai tout essayé. La spiritualité, la religion, parce qu'on veut des solutions. J'ai même essayé la médication. Ma doctoresse m'avait donné des antidépresseurs. On veut en sortir. Soit on se laisse morfondre, ou soit on prend les portes qui s'ouvrent à nous, de l'aide qui s'ouvre à nous, ce qui est beau d'ailleurs, que les gens veulent nous aider, et on fonce. Et ça qui m'a aidé. Mais c'est vrai que moi, j'avais aussi une idée un peu... pareil, vu que j'ai perdu ma mère, et moi, les psychologues, ils n'avaient pas de solution. Pour moi, je me suis dit, c'est un humain, quel humain va comprendre ce que je vis dans ma tête, mon mal-être. Et vu mon histoire avec ma maman, je me suis dit, ça va marcher avec elle, pourquoi ça marcherait avec moi? Mais du coup, j'ai fait confiance, et aussi d'entendre les autres me dire, ah, mais moi, je suis suivi. Mon collègue était suivi. Mon collègue est suivi depuis 10 ans, et il me mettait un peu la puce à l'oreille. Mais moi, je suis suivi, tu devrais trop aller voir une psychologue. Et je suis là, ouais, mais non. Et je disais toujours non, jusqu'au jour où j'ai dit, écoute, j'ai quoi à perdre? Et la preuve, j'ai gagné et j'ai pas perdu. Enfin, c'est incroyable. Mon thérapeute, je l'aime trop. Elle est incroyable. J'ai appris tellement de choses sur moi et sur le cerveau et sur l'humain, quoi. Aujourd'hui, c'est une vraie ressource pour toi. Ah oui, vraiment. Oui. Le suivi est régulier? Oui, je la vois tous les 2 semaines, des fois un peu moins, c'est par période. Et il est régulier. Et elle, ce qu'elle m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau. Le fait de comment il fonctionne en général et de comment le mien fonctionne. Et ça m'a libéré de fou. C'est un peu ce que tu racontais tout à l'heure, c'est ce besoin de compréhension. Ouais. Et des fois, ça permet aussi de mettre à distance la compréhension. Oui. Ok, c'est moi qui fonctionne comme ça, mais c'est aussi mon cerveau, et le cerveau de peut-être d'autres personnes. Je suis pas seule aussi là-dedans. Oui, bien sûr. Ça m'a trop aidé de comprendre. Quand on vit plusieurs personnes la même chose, il y a le côté solidaire. Hein. On se comprend tout de suite. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont confiés à moi, qui m'ont dit, mais moi aussi, j'ai vécu des épisodes dépressifs, et du coup, on se sent moins seul. Ça aide énormément de dire, ok, je suis pas le seul à vivre ça, sinon on a l'impression de devenir fou. Et le côté rationnel, moi, je suis quelqu'un de très rationnel. J'ai trop besoin d'avoir des explications. Et là, une thérapeute, elle peut parfaitement l'expliquer calmement et dire, voilà, c'est le cerveau. J'ai appris comment le cerveau il fonctionne quand on est triste, parce qu'on est totalement différents. Quand on est heureux et triste, on fonctionne pas de la même façon. Et c'est vraiment chimique dans le cerveau. Et à chaque fois, j'étais trop intéressé. Je la mets. Et c'est des petites caisses qu'elle ouvrait. Et au bout d'un moment, on se libère et on revit tranquillement la vie, quoi. C'est intéressant de voir à quel point cet aspect chimique a un impact sur les filtres qu'on a par rapport à la vie. Quand on se sent bien, on peut vivre plein de choses qui sont plus ou moins douloureuses, et puis on a l'impression que ça nous passe au-dessus, on se dit c'est pas grave, et on rebondit vite. Puis il y a des moments où il peut y avoir de la dépression, où tout est trop, en fait, on est à vif, il y a une sensibilité trop exacerbée. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi? Moi, quand j'ai vu ma grosse dépression, j'ai vraiment déréglé. Je savais même plus ce qui me faisait plaisir. Genre, je me souviens que ma psychologue m'avait dit une fois, elle m'avait dit, Angelo, si tu manges, même, vous me dites que vous mangez une pomme et ça vous fait du bien, je le comprends. Parce qu'on se sent tellement déréglé, on est tellement habitué à vivre dans le mal, dans le malheur. Et du coup, j'ai appris à comprendre, ok, mais qu'est-ce qui me fait plaisir? Pourtant, relationnellement, je le savais. J'aime le sport, j'aime sortir, je suis quelqu'un de jovial, j'adore aller au restaurant, j'adore manger. Sauf qu'on sent que c'est déréglé. Après, elle donne des outils pour vraiment le comprendre.
Et j'ai perdu le fil de ta question. Attends. C'était de savoir s'il y avait justement des filtres un peu différents en fonction des périodes dépressives ou des meilleures périodes où tu peux vivre les mêmes événements, mais si tu es plutôt dans un épisode dépressif ou plutôt où ça va bien, eh ben tu vas pas du tout les vivre de la même manière, avec la même sensibilité. Ah oui, du coup ça me revient. En fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que quand on est bien, on se pose pas de questions. On cherche pas à comprendre. Oh, je suis trop heureux aujourd'hui, mais le pourquoi. On va pas creuser dans le cerveau. Pourquoi je suis heureux? Pourquoi je suis heureux? C'est parce qu'elle m'a dit, la dame ce matin, elle m'a dit bonjour au café. Et quand on n'est pas bien, on creuse. On part dans des toiles d'araignée. On cherche le petit détail du pourquoi, qu'est-ce qui a fait que. Et ça, j'ai appris à travers ma thérapie que le cerveau est comme ça. Que le cerveau, quand on est heureux, on se pose pas du tout de questions. Et quand on n'est pas bien, on se torture encore plus. On cherche. Ma psy me disait même qu'on fait une étoile d'araignée et on part dans tous les sens alors que et c'est vrai que quand elle m'a dit ça m'a fait sens. Mais c'est incroyable, c'est vrai. J'adore, ça me parle énormément. Mais ouais. J'avais rarement vu ça sous cet angle-là. Ouais. Mais c'est vrai que quand ça va pas, tout est décortiqué, tout est analysé, tout est empiré. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tableau noir comme ça. Puis quand ça va, en effet, on se dit pas. Mais alors, est-ce que je suis heureuse parce que la boulangère ce matin m'a fait un compliment? Et puis. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a pas de question et c'est ce que tu dis. Et en fait, c'est cette tranquillité de l'esprit quand on est hors d'un trouble de santé mentale. Il y a une sorte de tranquillité de l'esprit. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu touches à des moments ces espaces de tranquillité d'esprit? Oui, j'y arrive. Après, j'ai plein d'exercices que je pratique. La méditation, les exercices respiratoires, les moments qui me font du bien. Parce qu'il faut savoir que voir un ami, se confier, sortir. J'adore manger, donc me faire du bien. Et j'ai des moments où je suis plus calme. Et après, j'ai des périodes où je vais revenir, où je vais être pas bien du tout. Mais maintenant, je sais comment je fonctionne. Du coup, je sais tout de suite, voilà, je sens que je suis pas bien, j'ai mes petits réflexes, j'appelle ça mes petits démons. Mes petits démons, je veux me protéger, j'ai pas envie de sortir. Et du coup, je me dis, non, on se force. Allez, là, non, tu vas pas rester chez toi. Ok, tu restes 1 ou 2 jours cloué au lit. Mais continue à faire les activités parce que c'est les activités, les comportements qui aident de nouveau après à revenir dans le bien, quoi. Après, c'est pas toujours simple de savoir dans quoi on est réellement parce que on peut avoir envie d'être au calme, tranquille chez soi, surtout des périodes justement automnales comme maintenant, sans être en dépression. Oui, bien sûr. Mais toi, tu sens par d'autres indices que là, tout d'un coup, c'est un moment où tu flanches un peu, par exemple. Exactement. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, OK, faut que je me raccroche à ces plaisirs, faut que je redonne plus que je me reconnecte plus à mon physique, à mon corps. Tu disais respiration, méditation. Exactement, ouais. Pour un peu parce que moi, je sais que mon cerveau, il a pris des automatismes quand je suis pas bien. Et en fait, parce que d'ailleurs, ma thérapie, c'était en comportement. Parce que des fois, notre cerveau, j'ai appris que, on fait des comportements qu'on croit être bien. Par exemple, moi, je m'enfermais chez moi. Parce que je faisais de l'anxiété sociale. Donc, moi, je m'enfermais en me disant, OK, trop bien. J'ai peur du monde, d'être chez moi. Je me sens protégé. Mais après, ça faisait l'effet inverse. Vu que je sortais pas de chez moi, je me sentais mal. Je me disais, mais je fais plus rien. Je suis toujours enfermé chez moi. Et du coup, c'était un comportement que je pensais qui me protégeait, mais qui, du coup, ne me protège pas. Vu qu'à la longue, je me sentais nul, insignifiant, même pas capable d'aller boire un café. Et en fait, c'est là que j'ai appris que le comportement, même si on croit qu'il est rationnel, des fois, il est irrationnel. Et c'est là que j'ai appris à travers ma thérapie, en fait, non. Des fois, il faut faire des choses et qu'après, ça fait la boule inverse. Et on inverse la vapeur et après, ça reprend. On reprend du rythme, on reprend confiance, quoi. Tu parlais tout à l'heure des plaisirs. Aujourd'hui, c'est quoi les plaisirs qui te reconnectent peut-être à l'instant, qui te donnent un peu goût à la vie, même quand ça va pas? C'est marrant, on revient souvent au plaisir simple de la vie, des choses basiques. Un petit café en terrasse, un repas, une cuisine, une conversation. Alors que souvent, on est dans ce monde, on a tellement l'impression qu'on a besoin de grandes choses pour être heureux dans le matérialisme, dans les voyages, qui vaut tout. Et des fois, c'est les petites choses simples qui font du bien et que je savoure différemment maintenant. Ouais. Et à quel moment t'as osé parler de santé mentale à ton entourage? À tes amis, à ta famille? Alors, à ta famille, tu parlais de ta sœur, du coup, assez rapidement, j'ai le sentiment. Oui, mais peut-être oui. aussi avec les amis. Alors, sur le moment, c'est toujours très dur pour moi de le dire.
sur mes périodes, parce que j'avais une honte. Je voulais pas le montrer, je voulais pas. Et j'arrivais à camoufler. Je suis sur les réseaux, créateur de contenu, au travail. Donc, j'avais cette faculté à bien le camoufler. J'arrive même pas vraiment à me souvenir. Je crois que ça s'est fait naturellement. D'un coup, je crois que c'était avec ma soeur. J'ai dit, ça va. Et je disais, non, mais ça va pas. Mais je me souviens que le fait de le dire, c'était tellement libérateur. Et comme ça aussi, l'entourage, après, il comprend. Genre, maintenant, quand je fais mes petits épisodes dépressifs, je leur dis, si jamais, si je suis moins motivé, c'est normal. Si je commence à dire beaucoup non, sachez, parce que là, je rentre dans une épisode dépressif et mon entourage comprend comment je fonctionne. Et du coup, je me sens beaucoup plus compris aussi. Et accepté et respecté. Parce que souvent, aussi, les gens, ils veulent souvent changer l'attitude. Ah, je peux plus parler de certaines choses. Je dis non, changez rien. Restez vous-même, soyez vous. Et c'est comme ça que je reçois votre amour et votre respect. Et c'est le plus important. Il y a deux choses qui sont intéressantes, là, je trouve, c'est que à la fois, tu parles du fait que c'est libérateur de dire ça va pas, comme si c'était important quelque part pour l'être humain de quand même dire la vérité, d'être dans la vérité de ce qu'il vit, de pas cacher, de pas masquer. Pourtant, on est des grands acteurs et actrices aujourd'hui à masquer ce qu'on vit, mais on sent, et je le vois aussi dans les groupes de parole que je propose, quand on vient toucher et dire une vérité, il y a quelque chose qui se libère. Je trouve ça extrêmement puissant et c'est ce que tu fais aussi là en parlant dans ce podcast. Et l'autre chose que je trouve intéressante par rapport à l'entourage, c'est que j'ai l'impression, et ça tu me l'avais aussi un peu dit hors antenne, c'est comme si tu avais un peu appris à ton entourage à simplement écouter et pas à essayer de te réparer, à pas essayer de trouver des solutions. Souvent, les gens, quand ils sont impuissants face à soi, ils veulent nous aider à tout prix, mais c'est pas toujours les bonnes techniques. En fait, est-ce que simplement écouter, c'est déjà un pas qui semble pour toi énorme de la part de ton entourage? Bien sûr. L'écoute, la compréhension, de se dire, OK, ça va pas, et d'avoir quelqu'un en face qui dit, OK, je comprends que ça aille pas. Et de laisser le ça va pas. Parce que souvent, dans le réflexe, on a souvent tous des réflexes quand on n'est pas bien, on veut tout de suite switcher. C'est le premier réflexe qu'on appelle un ami. Ah, je suis pas bien. Tu sais quoi? Ce soir, on va au resto, on va boire un verre. Et en fait, des fois, on devrait se dire, non, ça va pas. En fait, vide ton sac, dis ce qui va pas avant d'aller au restaurant et switcher, de boire un verre. Mais on a tous cet automatisme de, allez, comme si on ne devait pas vivre les émotions négatives. On switch. Et j'arrête pas de dire maintenant aux gens, non, vivez les émotions petites. Parce que moi, j'ai fait souvent des trop-pleins. Et maintenant, justement, pour pas arriver à ce trop-plein, non, tout de suite, je vide mon sac. Ah, il y a ça qui m'a pas plu. Des détails, des fois, dans la vie, on n'est pas content que le pneu soit crevé de la voiture. Non. On a le droit de vivre cette émotion. OK, non, ça me saoule que mon pneu soit crevé. Si on arrive au boulot, mais il y a pire dans la vie. Non. C'est un sentiment qui est là. Donc, tu as le droit de le vivre. Et point barre. Et en quoi c'est important de nommer et valider ses émotions? C'est pour pas que ça s'empile, c'est ça, et que ça devienne horrible à un certain moment? Je pense, moi, c'était mon cas. Moi, je sais que j'ai jamais validé mes émotions négatives toute ma vie. Je me suis toujours caché derrière ce... Pas caché, mais j'ai tellement aimé être ce côté optimiste que les gens ils disaient. Je me suis jamais vraiment accepté mes émotions négatives. J'étais le premier à moi-même auto-switcher dès qu'il y a un truc qui allait pas. Ah, mais ça va pas, mais à pire dans le monde... Ah, c'est bon, en fait. Et maintenant, j'ai appris à... non, l'un va avec l'autre. Quand tu as remporté Mister Gay Suisse, c'est un moment où tu aurais pu vivre ça de manière extrêmement optimiste. Mais tu m'as quand même confié que 2 jours après, ou pendant 2 jours, ou le lendemain, je sais plus exactement, tu as beaucoup pleuré. À la suite de la finale, oui. Bon, après, il y avait le choc, c'est une belle aventure. On était au Royaume-Uni, on était plein de garçons du monde entier, avec chacun ses histoires. Et c'est vrai que après la finale, tout le monde a un peu disparu. Genre, il y avait des garçons qui avaient des billets d'avion le lendemain, Mister Thaïlande, ils partaient en Thaïlande. Du coup, j'ai vu tout le monde partir et j'ai vraiment vécu cette émotion en mode, c'est la fin. Je l'ai vécu un peu comme un choc et j'ai accepté. Je suis triste. Je suis triste, oui, parce que j'ai aimé ces garçons. Ils partent et je me souviens que je pleurais et j'étais là, mais j'ai le droit. J'ai le droit. C'est la fin d'une belle aventure. C'est la fin. C'est une émotion. Je suis triste parce que j'ai pu les voir. Ça va être compliqué de les voir. Et j'ai laissé l'émotion couler, quoi. Et il peut y avoir beaucoup de solitude après énormément d'effervescence et toutes les caméras tournées sur soi aussi. Et tout d'un coup, on se retrouve, je sais pas, seul dans sa chambre d'hôtel et on est là, mais que quoi, le monde? Ouais, Pourquoi? ça, c'était la fin de l'aventure. Mais je me souviens que je l'ai vraiment accepté. J'étais en mode, j'ai le droit de vivre cette petite tristesse de c'est la fin, c'est fini.
Tu m'as dit que lors de l'événement Mr. Gay World, tu as échangé avec Mr. Gay Inde qui partageait aussi un intérêt pour la santé mentale. Oui. Qu'est-ce que ce dialogue international t'a appris sur les différentes approches et besoins en matière de santé mentale dans d'autres cultures? De quoi on a besoin ailleurs en termes de santé mentale? En tout cas en Inde, là, précisément. Bah, c'était trop beau. Rien que tu m'en parles, j'ai des frissons parce que quand j'ai vu... Parce qu'à Mr. Gay World, on avait tous des projets sociaux. On a tous parlé un peu d'un projet et moi, c'était la santé mentale. Et lui, c'était aussi la santé mentale. Et quand il m'en a parlé, la première chose qui m'a choqué, c'est que l'accès à l'information. Enfin, là-bas, c'est incomparable. Les gens ne se posent... Le mot psy, il me disait, ça vient même pas à l'idée. Si quelqu'un n'est pas bien, on ne dit pas en mode, on va voir le psy. Avoir un psy, ça te ferait du bien, peut-être. Et lui, justement, son projet, il était magnifique parce que il a créé une association qui permettait justement il a réussi, je crois que c'est 200 Indiens, à avoir accès à des thérapeutes en Inde. Là-bas, c'est le prix. Personne paye. Il me disait que c'était hors de prix. Et là, tu vois, comme moi, qui suis en Suisse, j'ai un accès à la santé, qu'elle soit physique ou mentale, beaucoup plus rapide que d'autres pays, quoi. Et c'est ça que je comparais. Je voyais les différents garçons de ramener leur histoire, leur identité, leur homosexualité d'autres pays. Et j'étais là, mais... Et je me souviens que c'était beau. Et je me suis senti privilégié. C'est ça, on a des privilèges énormes clairement, ici. Mais qu'on oublie. On oublie. Et toi, justement, aujourd'hui, tu utilises ton image pour faire avancer et défendre ces causes. Qu'est-ce que tu as vraiment envie que les gens y comprennent au travers de cet engagement? Qu'on a le droit. Qu'on a le droit de pas aller bien. Que c'est un droit. C'est humain, que ça fait partie de nous. Et que demander de l'aide, ça peut être dur, mais c'est très beau à la fois aussi. Parce que beaucoup de gens ont peur de demander de l'aide. On peur de dire ça va pas, j'ai besoin d'un coup de main. On est tellement égocentrés sur nous qu'on a tous réussir tout seul nos vies par nos propres moyens. Et c'est ça que j'ai envie de dire, que les sentiments sont faits pour être vécus et que les moments de faiblesse aussi. Et on a le droit, c'est hyper important. Et en même temps, on peut avoir peur parce qu'on peut ne pas toujours être écouté. Ouais, c'est vrai que chaque situation est différente. C'est que moi, j'avais un entourage, donc j'ai eu la chance. C'est vrai que chacun est différent. Mais déjà, de l'essayer, on ne sait pas comment l'autre va réagir. La preuve, quand j'ai dit à ma sœur, je suis prêt à avoir un psy, c'est elle qui a pris l'initiative. Donc, je lui ai transmis l'information. En transmettant l'information, les autres sont au courant. Si on ne sait pas, on ne peut pas deviner. Je dis souvent, on n'est pas devin. Je dis souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre qui est en face de nous. Souvent, quand j'arrive au boulot et que je suis au collègue, je ne sais pas ce que ma collègue a vécu hier soir. Peut-être qu'elle a vécu une merveilleuse soirée. Peut-être qu'elle s'est disputée avec son mari et qu'elle n'est pas bien. Et tant qu'on ne transmet pas l'info, on ne peut pas vraiment non plus deviner. D'où le mot invisible. On ne le voit pas. Si je viens demain avec un plâtre au boulot, genre ma collègue avec un plâtre, tu vas tout de suite te poser une question. Oui, ça va. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Tandis que la tête, on ne le voit pas. Avec la maladie invisible, si la personne en face n'a pas pris conscience des enjeux, elle va pas venir te poser chaque jour la question et même plusieurs fois dans la journée, comment tu vas là en cet instant, alors qu'on le fait tout à fait avec un signe qui est distinctif. Est-ce que quand on se confie à son entourage, du coup, quand on est dans une relation plus transparente, il peut y avoir quelque chose qui se renforce dans la relation? Ah, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu as des anecdotes de moments partagés avec des gens où tu t'es dit, là, on a atteint une profondeur qu'on n'aurait peut-être jamais eue si j'en étais pas arrivée à parler avec autant d'authenticité? J'ai la preuve, j'ai une amie, quand je dis une fois que j'étais en dépression, elle l'était aussi et je ne savais pas. Et en fait, du coup, on a commencé à pleurer les deux. Et après, c'était bon, tout de suite, on s'est entraidés mutuellement. Tout de suite. On faisait des conseils, elle m'envoyait des exercices de respiration, de méditation, je lui envoyais aussi. Et du coup, il y a eu ce côté vraiment, on se comprend. Et ce que j'ai senti vraiment avec ceux qui ont vécu la même chose que moi, c'est vrai qu'avec d'autres parts, d'où je n'allais pas voir les psychologues, je me sentais incompris. Je me disais, mais s'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, ils vont pas comprendre. Et là, le fait qu'on a vécu la même chose, ça nous a assemblés et l'entraide. On sent que l'humain reprend face et que les gens, ils s'entraident et c'est ça qui est beau. En fait, ce que je vois, c'est que quand on se légitime soi-même de ce qu'on vit et que du coup, on le verbalise aux autres, on permet à d'autres personnes de se légitimer aussi dans ce qu'elles vivent.
Donc, ouvrir sa parole, quelque part, c'est une preuve d'engagement, voire de militance, en fait. Mais c'est vrai d'une part. Parce que le fait d'ouvrir sa part de faiblesse, c'est, on parle, parce que quand on n'est pas bien, on a l'impression de plus parler avec le cœur, on se sent entier, je me suis libéré. Et quand on parle de choses négatives, quand on se libère, tout de suite, ça contrebalance et l'amour vient renforcer ça, quoi. C'est ça qui est beau. Si aujourd'hui, tu devrais à nouveau retourner dans la dépression, parce qu'on parle de dépression chronique, comment tu t'engagerais là-dedans, entre guillemets? Le mot est peut-être fort, mais qu'est-ce que tu ferais? Déjà, je suis suivi, j'ai ma thérapeute, donc même après le concours, hein, t'en parlais tout à l'heure, dès que je suis revenu, je l'ai appelé. Tout de suite, pour verbaliser, pour le dire, je sais que je suis sujet à, donc je l'accepte. Sauf que comme j'ai dit, la petite différence, c'est que maintenant, je connais mon mécanisme. Donc, je sais comment je fonctionne. Donc, j'ai les outils pour, ok, je vais pas bien, mais je sais comment avancer et mieux avancer. Tandis qu'avant, j'avais pas les outils. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Des fois, on peut avoir les outils. Demander de l'aide pour avoir les outils pour mieux se comprendre, mieux avancer et mieux guérir. Et on peut avoir les outils et quand même entrer dans la dépression. Est-ce que ça, c'est OK? Oui, j'ai envie de te dire, t'as pas le choix quand t'es dedans. Mais bien sûr. Moi, je suis OK de revivre mes épisodes dépressifs et je sais que je vais en revivre. Vu que j'en ai vécu plein, je me protège. Je sais que je veux l'évitement, je veux tout faire pour pas, mais j'accepte. J'accepte que je suis sujet et j'ai accepté que c'est aussi une maladie. Toi, tu as une phrase aujourd'hui qui est quand même « It's okay to not to be okay ». Ah, clairement. Clairement. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi et comment tu espères qu'elle résonne chez les personnes qui te suivent? Justement, qu'ils acceptent, ouais, it's okay. Je suis pas OK, mais c'est OK de pas être OK. Et qu'est-ce que je vais en faire, surtout? Certains, ils arrivent à l'accepter, à vivre avec un moment pas bien et le switcher. Et certains, ils ont le droit de dire, OK, je suis pas bien. Est-ce que je peux faire en sorte que ça aille mieux? Et du coup, ouvrir la porte des possibilités et qu'il y a plein de possibilités pour aller mieux. Plein. Pour s'aider, pour simplement à mieux se connaître. C'est quoi ce que j'ai appris à travers ma thérapie, dans le fond? C'est comment je fonctionne encore. Je me suis encore mieux connu moi-même. Une autre part de moi que je voulais pas connaître, une part plus sombre, plus triste, mais ça m'a aidé à me connaître encore plus dans ma globalité. Dans les outils, tu nommais la respiration, les méditations, la thérapeute, peut-être sortir avec un ami. Est-ce que tu en as d'autres à proposer? Non, celle que j'ai pratiquée. Après, moi, je suis un peu spirituel, donc j'ai fait aussi beaucoup de soins énergétiques. J'aime beaucoup de massages, de relaxation. On nettoie un peu les chakras, ça, c'est mon domaine. Pas tout le monde aime ou aime ça. Non, dans la globalité, c'est ça, la parole, la base. Non, je n'ai pas d'autres qui me viennent à la tête comme en esprit que j'utilise. Après, sans forcément parler de soins énergétiques, parce que comme tu dis, ça parle pas à tout le monde, le fait de revenir au corps avec un massage ou quelque chose qui permet de revenir là dans sa base, dans l'instant, parce que souvent aussi quand on n'est pas bien, on se dissocie un peu de soi, parce que c'est trop dur d'être à l'intérieur de soi. Est-ce que du coup, de revenir dans le corps, selon toi, ça peut être un outil? Oui. Le sport, je n'ai pas parlé du sport. L'activité physique, le fait de bouger ou les massages, les soins, d'activer son corps, aide beaucoup aussi. Dans quelque chose qui est des fois plus physiologique au final qu'un impact sur les pensées ou le mental. Exactement. Oui, clairement. Moi, j'arrive gentiment sur mes 2 questions de fin. Okay. Est-ce que toi, avant ça, tu avais envie de partager, rajouter quelque chose? J'ai envie de dire ce qui aide beaucoup, l'espoir existe. Et je dis souvent que après la pluie, il y a toujours le beau temps. Je le dis toujours. Donc, c'est l'espoir qui m'a fait aussi avancer. Hein. Moi, dans ma dépression, le fait de me dire il y a une lumière au bout du tunnel, ça aide à avancer. Et moi, j'y crois qu'on a tous à un moment droit à respirer, à aller mieux, à sourire. Et que certains, c'est plus dur que d'autres. Mais moi, j'y crois et que l'espoir aide beaucoup. Et que ça peut aller mieux. Donc, même dans l'espace le plus noir, tu as toujours senti qu'il y avait quand même quelque chose qui ferait qu'un jour, ça irait mieux?
Il y avait Je une me intuition. forçais à y croire. Tu te forçais. Bah, on est vivant quand même. Donc, je me dis, quand même, quand j'étais au bout de mon lit, en train de pleurer, en train de pas savoir ce qui se passait, je me disais, un jour, je vais comprendre. Mais sur le moment, c'est horrible, hein, quand t'es sur le moment et que t'es pas bien, les gens qui vivent de dépression, ils le savent, et les moments durs, tu comprends pas. Mais au fond de moi, je me dis, mais je suis quand même vivant, il y a forcément une raison à tout ça, et je vais comprendre. Et ben, la preuve, ça m'a jamais poussé autant à m'instruire, à m'informer sur cette maladie mentale, à faire autant de thérapie. Je connaissais pas autant de thérapie. Les soins, les massages, les exercices de respiration ou d'autres choses, les cohérences cardiaques, bah, la preuve, ça m'a poussé dans ce domaine et j'ai appris tellement de choses d'un côté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que de visibiliser ces problématiques de santé mentale, c'est comme si ça réparait quelque chose en lien avec le suicide de ta maman? Oui. Oui, je veux prévenir. Je suis en train de guérir ce trauma d'enfance que j'ai d'avoir perdu ma maman. Je pense aussi, il y a plein de fois où je me posais aussi la question, pourquoi je fais une dépression? Je me suis souvent posé la question si c'est héréditaire à ma psychologue. Je dis, est-ce que c'est héréditaire? On dit que les personnes qui ont des entourages proches qui ont été dépressifs, qu'on peut plus l'être. Et je pense qu'il y a une part de moi, ouais, qui veut combattre. Et pour pas arriver à cette finalité du suicide de ma maman, et de dire, bah, que, non, c'est pas la seule solution, qu'on peut toujours rester en vie, et qu'on peut toujours vivre et à trouver les solutions pour ça, quoi. C'est que moi, avec mon exemple de ma maman, bah, c'est le côté tragique de la dépression. C'est le pire scénario, quoi. C'est horrible. Et je veux montrer, bah, que je pense qu'il y a des solutions et qu'on peut tous en guérir. Souvent, on oublie que les personnes qui se suicident sont des personnes malades et que le suicide est souvent une conséquence au fait d'être invisibilisé, ignoré, que la maladie est méconnue, pour toutes ces raisons-là. Moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai un grand-père que j'ai pas connu, qui s'appelait Angelo, et qui s'est aussi suicidé. Et dans mon intuition, je pense qu'il était malade, non diagnostiqué. Il allait très souvent en hôpital psychiatrique, mais il n'y avait pas eu de mots, je crois, sur ce qu'il vivait. Et il a fini aussi par se donner la mort. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on leur rend un peu hommage à ces personnes qui n'ont pas eu forcément le bon accompagnement ou la bonne personne qui a su les regarder dans ce qu'elles vivaient foncièrement. Et je me dis, bah, aujourd'hui, c'est une part de nous aussi de militer pour eux. Bien sûr. Pour ces voix qui ont été invisibles jusqu'à la mort. Ouais. Et peut-être pas écouter à ce moment. Et c'est ce que je veux aussi. Et bah, c'est que ma mère, il n'y avait que l'entourage qui le savait. On n'avait pas cette ère des réseaux et cette ère de l'information comme maintenant. Et moi, c'est mon but. Je donne mon image pour justement me dire, bah, OK, je suis d'accord de dire que ça va pas. Et je suis d'accord, bah, comme aujourd'hui, d'en parler ouvertement. Et pour sensibiliser, pour que les gens se sentent moins seuls. Parce que moi, je me souviens, quand je voyais des vidéos ou des témoignages, ça m'a fait tellement du bien de savoir, OK, je suis pas le seul à vivre ça, quoi. Et quel message tu aimerais faire passer à l'entourage des personnes qui vivent avec ces maladies? Qu'il n'y a pas de juste ou faux. Déjà, d'être présent, à l'écoute, c'est déjà énorme. Et souvent, l'entourage croit qu'il faut tout d'un coup modifier ou pas parler de certains sujets. Non, il faut juste être soi et montrer qu'on est là. Me dire, écoute, je suis là si ça va, bien sûr, mais si ça va pas, je suis là aussi. Même si c'est pas facile à parler, et ça, c'est déjà un énorme pas. Ça, ouais, vraiment. Et quel super pouvoir t'a amené la dépression chronique? Que j'ai toujours envie de me battre tout le temps. Ouais, j'ai envie. Et, mais je pense, pour être plus l'humain, ça a totalement changé mon écoute face aux autres. Parce qu'avant, bah, quand j'avais un collègue ou un ami qui me disait « Ah, ça va pas ?» Comme je disais tout à l'heure, genre, je suis vite. Et là, tout d'un coup, je suis en mode « Hein? Qu'est-ce qui va pas ?» Et presque, pas que je les force, mais je les invite vraiment à valider les émotions négatives. Parce que le positif, comme je disais tout à l'heure, quand on est bien, on se pose pas la question, c'est génial. T'as acheté une nouvelle voiture, c'est génial. T'es trop bien habillé, t'es trop jolie aujourd'hui. C'est des compliments. Mais quand ça va pas, et là, je sais que mon écoute a totalement changé. Et que je sens que les gens sont beaucoup plus libérateurs autour de moi. Ils ont pas peur à dire, ah, écoute, ça va pas. Et pour moi, c'est
c'est un compliment. Hein. Je me dis, ah, c'est trop beau, tu peux être toi en face de moi. Et je pense qu'on devrait tous être comme ça, quoi. Laisser tout le monde s'exprimer librement. Magnifique. Merci Angelo pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir invité. Merci.